Retrouvez votre émission Gabon Environnement tous les lundis dès 10h05, rediffusée à 20h. Gabon Environnement, une émission qui traite des questions environnementales avec Arnaud Ondo Ngozogo et Lise Obon Angoro. Nous suivre sur les ondes 88.7 et 96.5 et sur le bouquet canal 447. L'environnement, notre priorité sur Radio Gabon, la référence. Bonjour ou bonsoir fidèles auditeurs de Radio Gabon, bienvenue dans votre émission Gabon Environnement. Pour la présentation, je suis Lise Obon Angoro, à mes côtés Arnaud Ondor Ngozogo. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Steve Ngama, chargé de recherche IRAF, CNRS, Institut de recherche agronomie et forestière, Centre national de la recherche scientifique et technologie, responsable du programme gestion de la faune et des conflits homme-faune. Bonjour docteur. Bonjour madame Lise. Bonjour Arnaud. Bonjour Lise, bonjour à toutes et à tous. Au Gabon, le conflit homme-faune prend véritablement des proportions inquiétantes. Les plantations des communautés villageoises sont régulièrement ravagées par des éléphants et certains villages enregistrent des incursions récurrentes de ces pachydermes qui font fuir parfois les populations. Arnaud, quel est le thème que nous allons débattre aujourd'hui? Vous l'avez effleuré dans votre texte introductif, Lise, nous parlerons du conflit homme-faune. Je me tourne vers le docteur. Docteur, comment pouvez-vous définir le conflit homme-faune? Bien, merci. De manière simple et résumée, le conflit homme-faune peut se comprendre par une interaction négative entre les populations humaines et les populations animales. Donc, interaction négative qui entraîne des effets néfastes d'une part et d'autre, c'est-à-dire perte de production agricole, par exemple, du côté des populations humaines, et perte des populations animales de par le braconnage et ainsi de suite. Comment se manifeste ce conflit? Le conflit homme-faune se manifeste de différentes façons. La plus vulgaire des manières et la plus connue aujourd'hui des formes de conflit homme-faune, c'est notamment les dévastations des cultures par la faune sauvage. Il y a d'autres formes, il s'agit notamment des pertes humaines, c'est-à-dire des hommes qui sont tués par des animaux sauvages. Et il y a aussi d'autres formes, mais la plus connue ici au Gabon surtout, c'est la dévastation des cultures par les animaux sauvages. Et dans le cadre de notre pays, le conflit homme-faune se résume au conflit homme-éléphant, étant donné que ce sont les dévastations des plantations par les éléphants qui sont les plus connues et les plus répandues dans le pays. Au regard de ce que le docteur venait de dire, c'est pas peut-être pas trop ambitieux de parler de conflit homme-faune. Pourquoi ne pas parler simplement du conflit éléphant-homme? Parce que, comme vous le dites, le plus souvent, ce conflit se résume à un conflit entre les éléphants et les populations. Voilà pourquoi j'ai précisé et j'ai contextualisé par rapport à notre pays. Oui. La terminologie, elle est adoptée par rapport au contexte global et mondial. Donc, quand on parle du conflit homme-faune, nous traitons la question relativement à tout ce qui se passe au niveau du globe terrestre et donc des autres continents. Maintenant, quand on en vient à notre pays, voilà, je le disais tout à l'heure, conflit homme-faune se résume à conflit homme-éléphant. Parce que c'est la forme de conflit homme-faune la plus répandue dans le pays. Mais à côté de ça, il y a quand même d'autres conflits qui naissent entre la population animale et la population humaine, comme vous l'avez dit. C'est ce que j'ai dit. Il s'agit notamment des pertes humaines. Nous sommes sans ignorer que beaucoup de nos chasseurs ont la malencontreuse façon de pouvoir ne pas peut-être bien atteindre leur cible, et cela entraîne des pertes humaines parce que les animaux blessés donc se retournent contre les chasseurs et même d'autres populations qui seraient dans les environs. Et donc, ces pertes humaines-là sont aussi une grande forme de conflit homme-faune. Quelle espèce s'agit-il? Au Gabon, on parle surtout avec des buffles et avec les éléphants aussi. Donc les buffles sont des animaux très farouches, tout comme les éléphants qui, eux, sont très, très intelligents. Lorsque il est question de pouvoir abattre ces animaux, il ne faut pas rater votre cible. Si vous ratez votre cible, eux, ils se vengeront et ils ne vous rateront certainement pas. Les félins aussi, on en parle souvent. De moins en moins, dans un passé plus ou moins lointain, parce qu'ils ont beaucoup été braconnés.
C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le fabuleux programme de conservation mené par l'Agence nationale des parcs nationaux, effectivement, les félins reviennent petit à petit et on commence aussi effectivement à avoir des redondances de conflits hommes-faune dans ce sens avec les félins, notamment les déprédations au niveau des troupeaux de cabris et de petits élevages de façon générale. Très peu, c'est vrai, il y a eu ces quelques cas de personnes qui ont été victimes de ces félins-là, effectivement, mais dans une moindre mesure comparativement aux dévastations des cultures. Quelles sont les causes du conflit homme-faune? Alors, les causes du conflit sont nombreuses parce que, en réalité, le conflit homme-faune, c'est un tout, c'est un ensemble. C'est une question qui regroupe et qui se rattache à beaucoup d'autres questions aussi importantes qu'existentielles, tant au niveau humain qu'au niveau de la faune, c'est-à-dire des populations animales. En gros, il y a 3 causes majeures. La première, c'est déjà le braconnage. Le braconnage, c'est-à-dire le fait que des personnes abattent de manière illicite et font du commerce illicite donc des produits de la faune sauvage. Ensuite, il y a la perte d'habitat, donc le fait que dans nos programmes de développement, de construction, la couverture ou les espaces naturels utilisés par les populations animales ne sont pas tenus en compte. C'est plus ou moins en leur défaveur que nous menons un certain nombre de programmes de développement. Et enfin, il y a du braconnage, de la perte d'habitat, du manque de programmation dans la gestion des espaces naturels. Voilà. Dans la gestion de l'espace, c'est-à-dire? Quand je parle de la gestion de l'espace, il s'agit en fait de tenir en compte le fait que les animaux ont besoin de leur espace pour vivre, d'accord? Oui. Et nous, donc, dans notre besoin de développement, nous empiétons sur ce développement, sur cet espace naturel, et donc les animaux se retrouvent en manque d'espace par rapport à leurs besoins existentiels. Et donc, ce qui revient en fait à dire que, en réalité, à la base de toutes ces problématiques, il y a l'accroissement de la population humaine qui nous amène toujours à avoir besoin de beaucoup plus d'espace, besoin de beaucoup plus de ressources, naturellement pour nous installer, naturellement pour nous alimenter, naturellement pour notre propre développement. Donc, notre population augmentant, nous demande en ressources étant en hausse, il est donc primordial et crucial normalement de planifier nos besoins en tenant compte donc des besoins aussi des populations animales qui entrent en ligne de compte dans nos propres besoins, dans la satisfaction de nos propres besoins. Voilà un peu comment je peux résumer. Docteur, on a rarement entendu l'idée que le fait de braconner relevait de ce conflit homme-faune. Or, à vous entendre, lorsqu'on parle de conflit homme-faune, on doit tenir compte du fait que du braconnage des espèces par les humains. Oui, effectivement, j'ai cité le braconnage comme première cause, c'est parce que, pour revenir à la forme de conflit homme-faune qui nous concerne le plus, à savoir la dévastation des cultures par les éléphants, ce qu'il faut savoir, c'est que les populations animales, aujourd'hui notamment les populations d'éléphants, se sentent plus en sécurité aux environs des espaces habités, donc des villages, plutôt qu'au milieu des forêts. Pourquoi? Mais parce que, à cause des mesures restrictives, donc et des mesures restrictives d'exploitation de la faune, à cause de la loi donc qui interdit l'exploitation de plusieurs espèces comme l'éléphant, les braconniers donc vont mener leurs activités au centre des forêts, ce qui est à la base, entre autres, des mouvements de population du centre des forêts, donc du milieu des forêts où ils sont braconnés, ils ne se sentent pas à l'aise, vers les milieux habités où là, plus facilement, lorsqu'un éléphant est abattu, il est facile de retrouver le commanditaire et ainsi de suite. Donc, et naturellement, il y a beaucoup plus de patrouilles de la part de l'Agence nationale des parcs nationaux, des agents du ministère des eaux et forêts, et donc les animaux se sentiraient plus en sécurité dans ces endroits-là plutôt que au centre des forêts, ce qui est un peu plus paradoxal. Mais voilà, ce qui est à retenir, c'est qu'effectivement, le braconnage est au cœur du conflit homme-faune, surtout ici au Gabon. Et dans ce contexte, est-ce qu'on peut avoir une idée des provinces où le phénomène sévit le plus par rapport à d'autres? De façon, une cartographie, aujourd'hui, c'est possible? Alors, aujourd'hui, la cartographie, elle est simple, c'est tout le territoire. Hormis les très grands centres urbains, le cœur des centres urbains comme Libreville, Franceville, mais tout le territoire est concerné par ce phénomène. Et cela pour plusieurs raisons. Depuis que le gouvernement et nos autorités ont pris l'initiative donc de protéger nos populations d'éléphants
qui sont en perdition d'ailleurs, qui sont menacés d'extinction par le braconnage, parce que malgré les mesures restrictives, malgré les lois, le braconnage ne réduit pas, le braconnage ne se restreint pas. Malheureusement, parce que plus il y a des restrictions, le marché noir augmente les prix de l'ivoire et ça continue à alimenter malheureusement le braconnage. Et donc, malgré toutes les lois prises, qui effectivement ont un effet quand même assez bénéfique, le braconnage continue à évoluer et donc cela fait en sorte que le phénomène aussi s'accentue. Et c'est paradoxal, on va le toucher dans les prochains points pour expliquer ce paradoxe en fait du braconnage qui favorise le conflit homme-faune. Donc il est question ici déjà comprendre que 1. Le braconnage est au cœur du conflit homme-faune et 2. Qu'il est essentiel de continuer à soutenir les administrations comme l'Agence nationale des parcs nationaux, les eaux et forêts qui luttent contre ce braconnage-là. Nous allons parler à présent des conséquences. Quelles sont les conséquences sur le plan économique du conflit homme-faune? Peut-être avant de parler des conséquences, il est important de revenir sur un tout petit peu le concept de conflit homme-faune, les différentes parties de ce conflit, parce que ce serait peut-être pas assez bien aborder la thématique si on n'explique pas bien cette partie. Lorsque on parle de conflit, on sous-entend qu'il y a des protagonistes. Et donc, nous connaissons bien les deux protagonistes. Nous les connaissons théoriquement d'un côté, les populations humaines, surtout les agriculteurs, dans notre cas, donc du Gabon, avec les dévastations des cultures par les éléphants. Et de l'autre cas, il y a les éléphants. D'accord? Ce que je tiens à noter ici, c'est que nous connaissons certainement mieux un des protagonistes que l'autre, c'est-à-dire nous savons, et quand on va parler des conséquences tout à l'heure, on va parler des conséquences socio-économiques et on va s'accentuer là-dessus, les populations rurales et notamment les agriculteurs qui sont impactés négativement par les pertes des récoltes, les pertes de revenus et ainsi de suite. À côté, quelque chose que peut-être nous ne mentionnons pas assez, ce qu'il faut savoir, c'est que de la même manière que les agriculteurs ont besoin de leurs récoltes, de la même manière, les éléphants sont aussi très importants pour notre économie. D'accord ? Et je vais m'arrêter un tout petit peu au niveau de cet animal parce que j'ai constaté dans mes nombreux échanges et débats avec des populations et des collègues que souvent lorsque nous parlons de l'éléphant, nous le confondons aux autres espèces animales, notamment les rongeurs comme le lacode, qu'on appelle hérisson et ainsi de suite. On catégorise et on classe l'éléphant quasiment au même niveau que l'hérisson. Mais je tiens déjà à préciser à tous ceux qui nous écoutent que l'éléphant est une particularité et en même temps une richesse. Et c'est pas pour rien que cet animal est protégé. La particularité, c'est que cet animal est très intelligent. Son intelligence vient de plusieurs éléments biologiques. Et donc, au niveau de sa biologie, il est démontré que c'est l'animal qui a la plus grosse mémoire de tous les êtres vivants, et y compris nous. Au point que l'éléphant est capable de reconnaître un agresseur parmi plusieurs, de le pister et de le reconnaître une autre fois. L'intelligence de l'éléphant se manifeste aussi de par sa capacité à cartographier son environnement, reconnaître exactement où est-ce qu'il peut trouver ce dont il a besoin pour s'alimenter, pour se reproduire dans le temps et dans l'espace. Et donc, ces éléments, donc, juste pour m'arrêter là, il y en a plusieurs. Je vais aussi terminer peut-être par sa capacité de communiquer. Il a la capacité de communiquer par ultrasons, c'est-à-dire issu de dizaines de kilomètres. Ça veut dire que vous et moi, nous pouvons être là et les éléphants sont en train de communiquer entre eux. Espacés de plusieurs kilomètres, nous ne le saurions pas du tout. Et ça veut dire que, par exemple, si un éléphant est en danger, il pourrait rappeler à l'aide un autre troupeau dans les environs, nous ne le saurions pas. Bref, autant d'éléments pour nous aider à comprendre cette composante du conflit homme-faune et pour aussi nous amener à comprendre plus tard, lorsque nous parlerons des conséquences, des stratégies, ainsi de suite, comment aborder cette problématique, parce que nous ne pourrons pas l'aborder comme s'il s'agissait d'autres espèces animales comme la gazelle, comme le porc-épic, comme le hérisson. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous continuons à parler de cette thématique, mais l'éléphant en plus a le temps, parce que l'âge moyen est de 1 demi-siècle de vie, donc 50 ans, c'était l'espérance de vie de nos populations gabonaises il y a quelques décennies. Donc l'éléphant a le temps d'apprendre. Et il a la capacité d'apprendre et de transmettre ses connaissances à ses descendants. Et donc, autant d'éléments qui font que, voilà, c'est une thématique qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de recul, et pas simplement penser que, voilà, on peut s'en débarrasser
pour régler le problème. Oui, donc encore avant de répondre à la question de Lise, est-ce en cela que la faune sauvage est importante par rapport aux explications que vous donniez tout à l'heure là? Exactement, parce que quand je parle par exemple de cartographier son environnement et de la capacité des éléphants à pouvoir retrouver dans le temps et dans l'espace leurs ressources alimentaires, à cela est corrélé le fait que en consommant plusieurs, sinon la plupart des espèces de nos forêts, l'éléphant les dissémine dans cet espace-là et donc dans notre environnement, d'où notre luxuriante et belle forêt que nous avons. Et je vais aller très loin et je vais anticiper parce que nous sommes pris par le temps. En réalité, tous les opérateurs économiques qui utilisent du bois et tous les consommateurs qui utilisent du bois sont quelque part rétributeurs des éléphants. Ils devaient être reconnaissants des éléphants parce que les éléphants sont les meilleurs ingénieurs forestiers qui existent. Et donc, perdre les éléphants, ce serait à la limite signer la fin de nos forêts. Ce sont les éléphants qui plantent ces arbres dans la forêt? En termes terre à terre, exact. De façon naturelle. De façon naturelle, voilà. Nous, on appelle disséminer, on dit en langage technique la dissémination des graines et ainsi de suite. Ouais. Et donc, effectivement, en langage terre à terre, on dirait ce sont les éléphants qui plantent pour la plupart des espèces d'arbres de nos forêts. Et donc, ne pas avoir les éléphants voudrait dire ne pas avoir l'espèce qui nous permet d'avoir nos forêts. Et donc, on a embrayé sur les conséquences. Et donc, les conséquences, pour en arriver à la question de Madame Aubonne, les conséquences sont nombreuses, tant au niveau des populations humaines, donc surtout des agriculteurs, que des populations animales. Les conséquences, c'est la perte des récoltes. Un seul passage d'un éléphant ou d'un troupeau suffit pour détruire toute une parcelle, qui correspond à au moins une année de récolte et de moyens de subsistance pour un agriculteur et sa famille. À côté, donc, de cette perte au niveau des populations rurales, il y a la perte au niveau des populations animales parce que quand les agriculteurs sont comme ça victimes de ces dévastations, posent des pièges. Sinon, tout de suite, les moyens qu'ils ont pour pouvoir abattre les animaux. Et là, donc, il y a perte de population animale et ça accélère la déperdition des populations d'éléphants. Ce qui est une conséquence pour les populations rurales, les conséquences sont aussi d'ordre économique, docteur. C'est ce dont j'ai parlé parce qu'aujourd'hui, sans des mesures efficaces pour résoudre ce problème, pour permettre une cohabitation agriculteur ou production agricole et viabilité des populations animales, tout opérateur qui se lancerait dans la production agricole se verrait effectivement subir des dévastations et donc des pertes de récoltes, des pertes de revenus, des pertes d'entrées financières. Fidèles auditeurs de Radio Gabon, nous marquons une pause, puis nous nous retrouvons après la transition. De retour dans ce studio, nous sommes toujours avec le docteur Steve Ngama, chargé de recherche IRAF, CNRS, responsable du programme Gestion de la faune et des conflits homme-faune. Arnaud, dans cette seconde partie de l'émission, quel sera l'axe que nous aborderons? Nous allons présenter les pistes de solutions que peut-être le docteur Steve Ngama va nous dévoiler tout au long de cette deuxième partie. Suite au conflit homme-faune, docteur, avez-vous des pistes de solutions? Merci Madame Lisobonne pour cette question. Effectivement, par rapport à la problématique des conflits homme-faune et notamment celle en rapport avec le conflit homme-éléphant, il y a plusieurs solutions qui existent. Donc ces solutions sont réparties en plusieurs catégories, des plus sophistiquées aux plus simples et donc aux plus traditionnelles. Les plus sophistiquées notamment concernent les clôtures électriques qui sont une méthode en fait héritée des grands éleveurs en Hollande et d'autres pays développés, et cette technique a depuis bientôt un demi-siècle, sinon plus de 30 ans,
été adaptée donc à la gestion du conflit homme-éléphant, et donc aujourd'hui cette technique permet efficacement de protéger les cultures et les espaces cultivés dans plusieurs pays en Afrique et dans le monde. Au Gabon, récemment, il y a bientôt 3-4 ans, donc cette méthode est aussi adoptée ici au Gabon. À côté de cette méthode assez technologique, il y a d'autres méthodes plus simples comme les balles de piment, comme les ruches d'abeilles, d'accord, et comme d'autres formes de clôture. Les tranchées, il y a tout un ensemble de techniques qui peuvent permettre de gérer efficacement le conflit homme-faune. Ces solutions, docteur, révèlent peut-être l'importance du chercheur dans la résolution de ce conflit. On peut le dire comme ça? Effectivement, parce que j'ai cité ces techniques, mais la plupart n'ont pas encore été testées dans notre pays. Donc c'est là que nous intervenons. Nous avons effectivement pu tester un certain nombre d'entre elles, notamment les ruches d'abeilles. Aujourd'hui, grâce à l'aide du VVF, nous sommes un peu à la seconde phase où nous allons essayer de voir in situ, c'est-à-dire sur le terrain, quelle serait l'efficacité des clôtures de ruches sur des espaces cultivés. Donc, à côté de cette méthode de ruche d'abeille, il y a aussi la méthode d'utilisation qui préconise l'utilisation de piment que nous avons testé en phase préliminaire. Quand je parle de phase préliminaire, c'est-à-dire un site vraiment très réduit, en respectant les normes scientifiques, donc qui ont été aussi testés. Au niveau de l'Agence nationale des parcs nationaux, il y a aussi un bon nombre de méthodes comme les barrières à sangles qui ont été testées. Hormis ces méthodes qui ont été testées, il y a tout un ensemble qui reste encore à tester. La FAO, même dans ce cadre, sorti une boîte à outils, voilà, qui est vulgarisée, qui est normalement en phase de test aussi par les différentes parties intéressées par la thématique. D'accord, vous aviez parlé des barrières électriques. Quels sont ces avantages? L'avantage des barrières électriques, c'est déjà l'autonomisation de l'agriculteur, c'est-à-dire c'est une méthode qui permet à l'agriculteur de se focaliser sur son activité agricole et donc n'est pas astreint à veiller 24 heures sur 24 sur la clôture elle-même parce qu'elle s'autonomise, elle est assez efficace de par elle-même. Voilà. Est-ce que les agriculteurs approuvent ces différentes méthodes que vous aviez citées plus haut? Avant d'en arriver, la barrière électrique, vous présentez ses avantages, elle offre aussi quand même des inconvénients. Exactement. Voilà pourquoi je voulais, avant de répondre à la prochaine question de Madame Aubonne, revenir pour être complet parce que lorsque nous parlons de la résolution du conflit homme-faune et du conflit homme-éléphant de façon spécifique, il faut d'abord retenir qu'il n'y a pas de solution idoine. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Un des inconvénients de la méthode de clôture électrique, c'est son caractère institutionnel, c'est-à-dire à cause des coûts élevés, il est à ce jour quasiment impossible pour un agriculteur de pouvoir on va dire mettre en œuvre individuellement cette méthode. Il faut obligatoirement l'intervention des institutions, et je crois que c'est ce qui est fait en ce moment par le gouvernement via l'Agence nationale des parcs nationaux. Pourquoi c'est un des avantages? C'est parce que à côté, si l'agriculteur n'a pas une visée de production en tant que telle, ne fait que de la subsistance, le transfert de compétences sera difficile parce que ça va ressembler à de l'assistanat prolongé et qui pourra s'éterniser. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la problématique et la clé de toute méthode ou de la réussite de toute méthode d'éducation, comme on le dit de façon technique, c'est la capacité de l'utilisateur à pouvoir retrouver son investissement. Donc, la capacité de retour sur investissement de l'utilisateur. Le gros désavantage de la clôture électrique, parce que la plupart des bénéficiaires, en fait, ne le font que pour de l'agriculture vivrière, et pas véritablement de la production. Et donc, ça va prendre du temps pour le gouvernement de pouvoir amener ces personnes-là à s'autonomiser, donc en leur permettant de pouvoir eux-mêmes prendre en charge la méthode. Et donc, de façon technique, la méthode, elle est quasiment finie. Quand je dis finie, ça veut dire qu'elle est efficace. Maintenant, il s'agit, en termes d'inconvénients, il s'agit de la maintenance. C'est la maintenance qui fait en sorte que la clôture électrique puisse poser beaucoup de bémols aujourd'hui. Il faut que les personnes soient bénéficiaires de cette méthode aient la capacité de pouvoir entretenir et assumer la maintenance du dispositif électrique et tout ce qui va avec pour le bon fonctionnement de la méthode. Il faut peut-être dans ce cas que ces gens-là s'organisent peut-être en coopérative ou en association, peut-être pour minimiser les coûts de cette technique. C'est ce qui est fait et je crois que peut-être dans d'autres émissions, d'autres spécialistes comme le docteur Léa Larissa qui travaille
travaillent à l'Agence nationale des parcs nationaux se joindront à moi pour en parler. Effectivement, c'est ça l'objectif, c'est de faire en sorte que les bénéficiaires se fédèrent et s'organisent en coopérative ou en groupement, en tout cas de producteurs, pour pouvoir après avoir les capacités de pouvoir assurer la maintenance et l'entretien de ces dispositifs. Oui, et on en vient à la question qu'on posait Lise tout à l'heure. S'agissant des barrières électriques, docteur, je voudrais savoir si les populations sont d'accord pour ces barrières, ainsi que des différentes méthodes que vous aviez citées plus haut. Les populations sont d'accord. En fait, à la clé, qu'est-ce que les populations recherchent? C'est juste avoir la possibilité de pouvoir produire en toute sérénité, de pouvoir mener leurs activités agricoles en toute sérénité. Et donc, aujourd'hui, les clôtures qui sont mises en place leur permettent de produire dans plusieurs sites. Et donc, elles sont d'accord. Maintenant, le bémol, la pierre d'achoppement se trouve justement au niveau de la maintenance de ce système ou de ces clôtures. Parce que lorsque le gouvernement, via l'Agence nationale des parcs nationaux, met en place les clôtures, il s'attend à ce que les agriculteurs soient capables de pouvoir après entretenir la structure, de pouvoir assurer la maintenance. C'est à ce niveau que se trouve un peu le bémol par rapport à l'utilisation de cette stratégie. Mais je crois que des solutions seront trouvées d'ici. Et justement, selon les travaux sur les ruches d'abeilles, dont vous êtes un des auteurs, ces ruches sont-ils des solutions pour réduire les attaques des éléphants sur la culture? Effectivement, vous me permettez de faire donc la transition entre les méthodes sophistiquées et celles qui sont beaucoup plus adaptables, je dirais, au niveau des populations locales, parce que les clôtures sont institutionnelles, donc ne peuvent être mises en place que par des gros bailleurs de fonds et l'État. Vient d'autres méthodes qui peuvent être facilement utilisées par les populations elles-mêmes, notamment les ruches d'abeilles. Et c'est pour ça que nous nous intéressons à ce type de méthode, parce qu'il n'y a pas que les ruches, il y a aussi le piment dont je parlais, même si pour le moment c'est d'abord les ruches. Nos premiers travaux, mon équipe et moi, ont démontré que les ruches peuvent efficacement éloigner les éléphants des sites protégés. Alors, ce que nous avons effectué il y a quelques années en arrière avec l'aide de l'institution Smithsonian, c'est une institution de recherche américaine qui est installée au Gabon, au niveau de Gamba. Nous avons pu tester donc l'efficacité des ruches sur des manguiers sauvages et nous avons fait un suivi sur plus d'une année et nous avons démontré que effectivement les ruches, lorsqu'elles sont habitées, donc empêchent les éléphants de pouvoir accéder aux sites protégés par les ruches. Et donc les ruches ont donc un avantage à la fois économique, écologique et social. Exactement. D'abord sur le plan écologique, le fait de pouvoir amener les populations à adopter cette méthode, c'est aussi de manière indirecte les amener à se désolidariser d'une pratique traditionnelle qui consiste en fait à produire du miel en détruisant les colonies sauvages d'abeilles. Parce que, alors, la méthode des ruches, c'est en fait une méthode qui a plusieurs facettes. C'est non seulement une méthode de dissuasion contre les éléphants, mais en même temps, c'est une méthode qui peut servir de base pour des activités génératrices de revenus. Parce que comme l'apiculture. Et d'ailleurs, pour pouvoir bien utiliser cette méthode, il faut être formé à la méthode de l'apiculture, c'est-à-dire l'élevage, apiculture moderne, l'élevage des abeilles pour la production de miel. Donc, les deux se rejoignent. En utilisant cette méthode, on atteint les deux objectifs en même temps. Plusieurs objectifs. Dissuasion des éléphants, diversification des activités des agriculteurs, amélioration des conditions de vie et des revenus, effectivement, de ces agriculteurs-là. Et en même temps, sur le plan écologique, comme je le disais déjà, on amène les populations à comprendre qu'elles peuvent produire le miel sans détruire les colonies sauvages. Parce que, comme vous le savez, au village, quand on veut produire du miel, qu'est-ce qu'on fait? On identifie la ruche et le producteur ou le cueilleur, parce que là, s'il s'agit de la cueillette, va brûler toute la colonie pour récolter le miel. Or, en utilisant les ruches, la personne entretient les abeilles qui vont éloigner les éléphants, mais en entretenant les abeilles, ces abeilles-là lui permettent en même temps de produire du miel. Et les formations, qui va les offrir? Parce que vous le disiez, il faut former ces gens à ces techniques.
Aujourd'hui, il y a de plus en plus de spécialistes. Moi-même en premier, et le docteur Fabre Anguille-Edgar, un de mes collègues aussi, qui lui est beaucoup plus spécialisé. Moi, j'utilise la méthode apicole, donc l'apiculture vraiment comme une méthode de dissuasion, même si à côté, effectivement, je suis obligé de perfectionner le côté technique de l'apiculture pour permettre aux utilisateurs de se perfectionner. Sinon, c'est le docteur Fabre Anguille qui, effectivement, est en train de mener les recherches pour amener l'apiculture au Gabon à un niveau de rentabilité acceptable. Parce que, là encore, vous savez que dans toute activité économique, tant que l'acteur économique n'a pas atteint un certain niveau de rentabilité, ben l'activité ne peut pas être facilement vulgarisée et adoptée. Voilà un peu. À part les riches d'abeilles, vous avez travaillé également sur d'autres techniques de lutte contre les pachydermes. Exactement. On peut savoir lesquelles? J'avais commencé à investiguer sur l'utilisation des piments. Le piment s'utilise de plusieurs manières, sous forme de clôture aussi, ou de barrière, en aspergeant un mélange de piment avec de la graisse sur des barrières, mais aussi sous forme de balles, donc avec des fusils spécialisés, sous forme de pétards, bref, sous plusieurs formes. Et donc, mon équipe et moi, avec l'aide de la Smithsonian à Gamba, là encore, nous avons testé cette méthode. Et je crois qu'au niveau de l'ANPR aussi, l'Agence nationale des parcs, eux aussi, ils avaient testé les balles. Alors, ce qui est ressorti de nos travaux, c'est que cette méthode n'est efficace que lorsque l'éléphant est visé au niveau du visage, parce que c'est une méthode qui a pour objectif juste, comme les autres, d'éloigner l'éléphant. Or, selon sa constitution biologique, la partie la plus vulnérable, c'est son visage, notamment avec son odorat qui est très sensible, ses muqueuses qui sont très sensibles. Mais lorsqu'il est touché au niveau du corps, c'est pas très efficace. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, d'autres personnes qui ont testé les balles de piment n'ont pas trouvé de bons résultats. Et donc, s'il faut perfectionner ou à la longue, lorsque nous allons chercher à perfectionner cette méthode, il va s'agir en fait de mettre en place un dispositif qui aura pour objectif d'atteindre le visage des éléphants. On s'achemine progressivement vers la fin. Parmi toutes ces solutions, quelle est celle qui vous paraît plus efficace? Alors, il est pour moi difficile aujourd'hui de pouvoir parler d'une solution plus efficace par rapport à une autre relativement à un point que j'ai notifié dès le départ. Il n'y a pas de solution idoine. Tout dépend des contextes. Tout dépend, quand je parle de contexte, c'est contexte socio-économique, contexte écologique. Et donc, en ce moment, ce qui se fait à notre niveau, c'est beaucoup plus de mettre en place, de pouvoir tester le maximum de méthodes possibles et de pouvoir les proposer aux différentes parties prenantes, notamment les agriculteurs. Et c'est à eux de pouvoir adopter les méthodes en fonction de leur capacité, en fonction de leur contexte. Et donc, dans cette approche de pouvoir élargir la gamme de solutions, parce que c'est ça en fait, et d'ailleurs, avant de parler de mes autres travaux, je devais préciser que ce qui est recommandé, c'est vraiment de pouvoir utiliser plusieurs méthodes en même temps. Parce que, comme je l'ai dit initialement, l'éléphant est un animal intelligent et qui a le temps et qui sait prendre le temps d'apprendre et pour pouvoir vaincre la difficulté qui l'empêche d'atteindre son objectif. Et donc, ce qui est recommandé, c'est de faire une mixture de méthodes pour que dans le temps et dans l'espace, les personnes puissent protéger efficacement leur espace cultivé. Et donc, ce que nous faisons en ce moment, c'est d'élargir la gamme de méthodes à utiliser. Et récemment, nous avons donc investigué l'écologie et les caractères écophysiologiques, permettez la terminologie scientifique, pour pouvoir en fait comprendre déjà le comportement de l'animal. À la limite, savoir pourquoi est-ce que l'éléphant, dans le cadre par exemple de l'espace forestier des Monts de Cristal, où il y a des milliers d'hectares de forêt et quelques hectares de plantation, pourquoi est-ce que les éléphants quitteraient ces espaces forêts pour venir dévaster les quelques hectares? C'est vrai que j'ai déjà parlé du braconnage, mais cela n'explique pas en fond et en comble le comportement des éléphants. Derrière, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'éléphant a des besoins autant que nous. Et donc, dans nos travaux, nous avons pu démontrer que le fait que les agriculteurs locaux utilisent certaines méthodes, comme par exemple le fait de laisser sur pied des arbres comme les manguiers sauvages, et Esvingia gabonensis, cela est un facteur attractif pour les éléphants. Et donc,
Vous savez bien que l'éléphant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un grand disperseur et c'est un grand gourmand de fruits et surtout du manguier sauvage. Et donc, lorsque les agriculteurs, c'est vrai, qui utilisent aussi ces mangues-là pour se nourrir comme produits forestiers non ligneux, laissent sur pied, mais en fait, ils laissent déjà. En fait, c'est déjà une cause d'attraction et de conflit avec. Et donc, à côté, nous avons démontré que il y a certaines populations qui avaient compris une faiblesse de l'éléphant, c'est celui du fait qu'il ne peut pas, de façon efficace, gravir les grandes pentes. Et donc, nous avons observé au niveau des monts des Cristal certaines personnes qui avaient eu l'ingénieuse idée d'aller percher leur culture sur des montagnes. Et là, ils étaient protégés pendant un bon bout de temps. Ouais. Voilà. Ces informations, est-ce qu'elles sont à la disposition des populations? Toutes ces solutions que vous dévoilez là, quelles sont celles qui sont aujourd'hui connues des populations techniques? La majorité de ces solutions sont connues, de par le fait que déjà la FAO vulgarise un peu la boîte à outils dont je parlais. Ce qui, on va dire, aujourd'hui pose problème, c'est beaucoup plus l'accompagnement des populations. Aujourd'hui, il y a une méthode, c'est de la clôture électrique, un peu plus vulgarisée parce que étant soutenue sur le plan institutionnel. Voilà. Les autres ne sont pas encore bien connus parce que n'ayant pas encore le soutien institutionnel. Et donc, c'est l'occasion pour nous de pouvoir interpeller les autorités, de pouvoir effectivement mettre les moyens nécessaires pour mettre à la disposition des populations toutes les méthodes possibles. Il est vrai qu'aujourd'hui, les raisons sont fondées qui amènent aujourd'hui les autorités à mettre en avant la clôture électrique parce qu'elle a été testée dans le temps et de l'espace, mais ce serait aussi bien qu'ils permettent que d'autres méthodes soient testées en fond et en comble pour que effectivement ces méthodes-là soient aussi très bien vulgarisées comme les autres. Je reviens encore sur la clôture des ruches. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travaux scientifiques à mener, mais vu les avantages qui accompagnent cette méthode, il serait vraiment important de pouvoir soutenir cette méthode et tous les travaux qui visent à pouvoir la perfectionner. D'accord, docteur. Peut-on développer l'agriculture et l'écotourisme sans avoir résolu le conflit homme-faune sauvage? Alors, permettez-moi, Madame Lise-Aubonne, de dire que cette question, je voudrais la traiter dans l'autre sens. D'accord. Comment développer l'agriculture et l'écotourisme tout en résolvant le conflit homme-faune? Parce que ce que j'essaye, en reformulant votre question, ce que j'essaie de démontrer, c'est que nous n'allons pas résoudre le conflit homme-faune en pensant que les éléphants sont des ennemis. La meilleure façon de pouvoir résoudre le conflit homme-faune, c'est de déjà comprendre que l'éléphant est une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée, et j'ai essayé de le démontrer tout en commençant l'émission, en parlant donc de l'importance écologique, socio-économique des éléphants. Et donc, comment, s'il faut anticiper, et à cause du temps, comment développer l'agriculture et l'écotourisme tout en résolvant le conflit homme-éléphant? Il faut justement, on va dire, embrasser toutes les thématiques, d'accord, et les investiguer en même temps. L'écotourisme, justement, peut se baser et devrait se baser sur la viabilité des populations d'éléphants pour pouvoir justement se développer. Les éléphants font partie des Big Five. Les Big Five, ce sont les 5 grandes espèces qui constituent le moteur de l'écotourisme dans le monde. Et donc, nous avons tout à y gagner de préserver les populations d'éléphants pour pouvoir faire éclore l'écotourisme. Et donc, la résolution du conflit, ce n'est qu'une question de stratégie et de planification. Les méthodes existent. Et à ce moment, je vous informe que le gouvernement, via l'Agence nationale des parcs nationaux, justement, met en œuvre un plan d'action, d'accord, de gestion des éléphants et donc du conflit homme-faune avec la clôture électrique comme méthode phare. Ok. Et donc, c'est dans ce sens-là, et c'est comme ça que justement l'agriculture et l'écotourisme, donc en même temps la gestion des conflits homme-faune, pourront être traités de manière à ce que nous puissions justement atteindre nos objectifs économiques. Auditeurs de Radio Gabon, la référence, ainsi s'achève votre émission Gabon Environnement, mais avant de nous séparer, votre mot de fin. C'est déjà vous remercier, Madame Lise-Aubonne et toute votre équipe pour cette première invitation, et j'espère que ce ne sera pas la dernière parce que la thématique, elle est vaste. Et déjà remercier mes collègues et mes chefs hiérarchiques, donc l'Institut de recherche agronomique et forestière, notamment professeur Jacques-François Mawungu, qui a permis une restructuration au niveau de l'Institut et qui fait en sorte qu'aujourd'hui on peut se pencher efficacement sur cette thématique.
Et un dernier mot au niveau des populations, c'est juste dire qu'il ne faut pas désespérer. Le gouvernement et les chercheurs comme nous prenons à bras le corps la thématique et la problématique. Des solutions sont en train d'être trouvées. Et à la clé, il faut savoir que certes, les éléphants causent aujourd'hui beaucoup de dégâts au niveau de vos cultures, mais il faut comprendre que les éléphants constituent une composante très importante de la viabilité de l'économie du pays. Et donc, c'est un mal nécessaire que de pouvoir s'accorder avec le gouvernement, avec l'Agence nationale des parcs nationaux, avec les eaux et forêts, pour que les solutions durables qui sont trouvées, effectivement, soient mises en place. Abattre les éléphants, les tuer, ne va pas résoudre le conflit homme-éléphant, mais plutôt l'exacerber et causer d'autres problèmes économiques que nous ne maîtrisons pas encore aujourd'hui. Arnaud, revenir sur la thématique du jour en rappelant aussi les heures de diffusion de l'émission Gabon Environnement. Nous avons traité de la question du conflit homme-faune avec le docteur Steve Ngama, chargé de recherche à l'IRAF CNRS. Il est par ailleurs responsable des programmes gestion de la faune et des conflits homme-faune. L'émission est diffusée le lundi à partir de 10h05, rediffusion le même jour lorsqu'il est 20h. À la réalisation, Herman Osunga, à qui nous disons merci. Nous remercions vous aussi qui êtes à l'écoute de ce programme. Il s'achève, Lise. On se dit au revoir. Et à la prochaine. Au revoir, docteur. Au revoir. Restez à l'écoute de nos programmes. L'émission Gabon Environnement va en gare. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.